Edouard, bonjour. Comment s'est passée la semaine? Comment tu as senti la réaction du groupe après forcément la déception de se dire que, surtout sur base de la première mi-temps, il y avait de quoi faire mieux la semaine dernière? Oui, la semaine était bonne. Courte, c'est vrai. Le fait de jouer dimanche et puis de rejouer vendredi, c'est un autre, au niveau physique en tout cas, du contenu des entraînements, ça change un peu les semaines précédentes. Mais c'est pas plus mal non plus au niveau d'une routine qui peut s'installer. C'est pas plus mal parfois d'avoir des semaines plus courtes ou plus longues. Ça varie un petit peu justement ce contenu. Mais la semaine a été bonne. Et oui, il y a eu ce sentiment de déception après le match, encore lundi matin, qui était présent. Mais c'est quelque chose aussi qui est bien à observer et à se rendre compte, mais c'est vraiment positif qu'on est déçu d'aller à OHL et d'être déçu de revenir avec un seul point. On a tous vu ce que OHL a réalisé la saison passée, on connaît leur qualité, donc à ce niveau-là, c'est vraiment une bonne chose. Et puis, c'était l'idée de bien débriefer, de comprendre pourquoi on a été bon en première mi-temps, pourquoi on n'a pas pu gagner le match, ce qu'on aurait dû, et aussi comprendre pourquoi on a eu plus de mal en deuxième mi-temps. Donc ça, c'était lundi et mardi pour faire ça. Et puis à partir de oui, mardi, et surtout donc mercredi et jeudi, c'était pour nous de vraiment se focaliser sur ce match de demain. Donc une semaine en deux temps, pour bien digérer, pour comprendre et pour avancer en étant mieux maintenant. Tu disais comprendre ce qui a bien été, ce qui a moins bien été. Justement, quel a été le message que tu as donné aux joueurs, sans rentrer dans les secrets de vestiaire, mais voilà, sur les grandes tendances de ce qu'il aurait fallu faire un petit peu mieux pour tuer ce match finalement? Tuer le match, tout simplement. Et on voit une évolution qui est super positive d'Ostende, puis vers Saint-Tron. Et puis la grosse différence entre Saint-Tron et OHL, c'est que notre domination contre Saint-Tron a été maintenant mieux dans le sens où on a réussi à la transformer en occasion de but, ce qu'on n'avait pas eu en suffisance contre Saint-Tron. Et maintenant, on a franchi ce cap, on s'est créé des occasions grâce à notre domination, mais aussi, et c'est important à le noter, on l'a souligné ensemble avec le groupe, c'est qu'en deuxième mi-temps, quand on était dans une période où on souffrait plus dans le match, déjà on a réussi à souffrir, ce qui est bien, parce que c'est très très rare de dominer des matchs pendant 95 ou 100 minutes. Donc il va toujours y avoir ces temps faibles, mais pendant ces temps faibles déjà, de réussir à passer au-dessus. Mais aussi pendant ces moments-là, de se créer des occasions. Et c'était ça la grosse différence entre la première et la deuxième mi-temps, c'est qu'OHL en première mi-temps, c'est pas créer d'occasions quand nous on a été bons, mais que nous on a quand même malgré ça réussi à s'en créer en deuxième. Et donc maintenant, la progression logique, c'est que maintenant qu'on a eu ces occasions grâce à notre jeu, le prochain pas, c'est de les concrétiser, c'est de tuer le match quand on est fort, et de continuer à savoir faire le dos rond, comme on l'a fait à Ostende, comme on l'a fait en deuxième mi-temps ici, et progresser donc dans ce sens-là. La semaine dernière, tu disais qu'il n'y avait pas de plan anti-Henry. Est-ce qu'il y aura un plan anti-Frey demain? Parce que c'est forcément l'attaquant en forme à l'Antwerp. Non plus. Encore une fois, l'analyse a été faite collectivement, l'analyse a été bien préparée par le staff, elle a été bien présentée aux joueurs. Et puis après cette analyse collective, le staff a fait son travail de préparation individuelle. Donc tous nos joueurs connaissent les forces et faiblesses des joueurs adverses. Et c'est vrai qu'on a perdu, c'est un exemple parfait, et on a bien débriefé sur le but aussi, mais on a perdu Henry sur 1 mètre au moment où il ne fallait pas, et ça nous a coûté 2 points de plus. Donc ici, non, on sait exactement quelles sont ces forces et faiblesses de Frey, on va les gérer au mieux collectivement, comme on l'aurait fait pour presque l'entièreté du match la semaine passée. Il y a forcément ses forces et faiblesses. Il y a aussi le fait qu'en marquant 5 buts la semaine dernière, forcément, il arrive dans un état de confiance énorme. Comment est-ce qu'on joue là-dessus en tant qu'entraîneur par rapport au fait que forcément, il est en pleine possession de ses moyens au niveau mental, quoi. On se concentre sur nous, sur nous-mêmes. C'est nous qui sommes importants demain. C'est important de savoir qui est l'Antwerp, quelle est l'identité de cette équipe, comment eux, ils vont essayer de gagner le match, comment eux, ils vont essayer de nous mettre en difficulté, mais on se concentre sur nous. On a parlé d'eux pendant une demi-heure, le temps de vraiment bien montrer tout. Mais puis sur le terrain d'entraînement, on les a mis en place, mais on se concentre sur nous. C'est nous qui devons prendre le match en main, c'est nous qui devons gagner ce match. Et en tout cas, c'est nous qui devons, encore une fois, juste progresser notre jeu, comme on a réussi à le faire sur les 3 premiers matchs, et aller de l'avant nous-mêmes. J'imagine qu'en quittant l'Antwerp, il y a 8 mois, plus ou moins, tu t'attendais pas à les recroiser aussi vite. Je ne vais pas poser la question à chaque fois, mais est-ce que c'est particulier pour toi? Parce que là, forcément, c'est la première fois. Et aussi, quel héritage, tu dirais, qui reste de l'Antwerp que tu as quitté et celui que tu vas rencontrer
demain, sachant qu'entre les deux, il y a eu Verkotteren et puis maintenant Prisk. Oui, le club a quand même bien continué son évolution depuis notre passage avec Ivan. Donc ça, j'en parlerai pas trop de ce qu'il en reste. C'est pas à moi de parler de ça. Et c'est vrai qu'ici, le fait qu'à l'Antwerp maintenant, il y a beaucoup de monde avec qui j'ai eu une très bonne relation pendant mon passage là-bas, ben ça rajoute un petit peu au niveau des émotions du match. Mais c'est un détail, c'est pas ça qui est important. Ça rajoute un petit peu, un petit truc peut-être, mais au final, ce qui est important, c'est le contenu. C'est ce qui se passe entre 8h45 et 23h. Et le reste, ben c'est une histoire en plus, mais c'est pas plus que ça en tout cas. Au niveau du noyau, est-ce qu'il y a des joueurs que tu récupères ou que tu perds par rapport à la sélection de la semaine dernière? Non, au niveau des blessures, des états de forme et tout ça, c'est le même topo que la semaine précédente. Donc Marco a très très bien travaillé cette semaine en vue de son retour de sa blessure. Il est bien, on a vu vraiment un bon Marco cette semaine, parce que c'est pas facile d'avoir si bien entamé le championnat comme il l'a fait, et puis d'avoir un coup d'arrêt alors qu'il revient quand même d'assez loin la saison passée. Chapeau à lui pour sa réaction. Et parce que pour lui aussi, c'est une opportunité maintenant. On a essayé de tourner comme ça avec le staff médical, que c'est pas juste le moment de revenir de sa blessure, c'est aussi l'occasion de prendre le temps pour revenir plus fort et pour revenir meilleur que ce qu'il n'était déjà ici après les premiers matchs. Donc ça, c'est une chose pour lui, mais pour le reste, non, tout le monde est fit et dans un très bon état d'esprit avant demain. Est-ce que tu as une estimation plus précise de son indisponibilité? C'est difficile. Du premier moment de sa blessure, ce sera entre 4 et 6 semaines avant qu'il ne soit de retour aux entraînements collectifs. Il y a une question qui peut paraître vicieuse, mais qui ne l'est pas, sur Amine Benchaïb, qui a quand même joué, je crois, entre 15 et 20 matchs la saison dernière. Il n'est pas encore dans la sélection depuis ces 3 premiers matchs. Qu'est-ce qui lui manque pour prétendre à une place dans la sélection? Est-ce qu'il y a meilleur que lui? Est-ce que c'est ce qu'il montre à l'entraînement qui ne te convainc pas? Quelle est un peu sa situation? C'est un ensemble de facteurs. Il n'y a pas une chose qui explique qu'Amine n'a pas encore été repris. Ce qui est important, c'est que lui le comprenne. Et le dialogue est très bon avec lui, très direct, très ouvert. L'explication a été très claire ici avant les 3 premiers matchs de pourquoi il n'a pas été repris. Il a ce que j'ai beaucoup apprécié, ce que le reste du staff a beaucoup apprécié avec lui, et on lui a fait passer ce message-là aussi, qu'on observe tout à tous les moments, pendant la séance certes, mais aussi avant, après, c'est qu'il a été ouvert et qu'il s'est remis en question. Et ça aussi, c'est très important pour un joueur, que le foot change d'un entraîneur à un autre, d'un staff à un autre, les choses bougent, et il lui aura fallu un petit peu de temps pour vraiment pleinement s'adapter aux principes de jeu, entre autres. De réussir à jouer plus vite, à quel moment ralentir le jeu, à quel moment accélérer le jeu. Et puis son engagement aussi quand il n'est pas concerné par une phase. Donc ça, c'était des détails parmi d'autres qui ont fait qu'il n'a pas encore franchi le pas. Et donc il s'est remis en question, mais ce qui est important maintenant, c'est qu'une saison est très longue. Et on a tous au sein du staff eu beaucoup d'expérience par le passé avec des joueurs qui n'ont peut-être pas commencé une saison, mais qui, avec cette remise en question, rentrent en ligne de compte par la suite et sont décisifs. Parce que justement, le fait de peut-être commencer avec un temps de retard, mais on a tellement envie par la suite de bien faire. Et j'espère que ça va être ça avec Amine. Il est clairement pas... Il n'y a aucun problème avec lui, certainement pas. C'est un très bon joueur avec énormément de qualité. Mais jusque-là, en tout cas, il n'a pas encore réussi à s'insérer dans notre histoire collective. J'en suis convaincu que ça va être le cas. C'est juste une question de quand. Est-ce que ça va être demain? Est-ce que ça va être la semaine prochaine? Ou dans 3 semaines? Au final, c'est que lui qui décide, ça, il le sait. Question plus positive sur un autre joueur qui joue et qui joue bien depuis le début de saison, c'est Stelios qu'on a vu mardi. Je voulais un peu savoir quel était ton processus entre guillemets de recrutement et qu'est-ce qui t'a décidé à jeter ton dévolu sur lui. Le screening de recrutement est quelque chose qu'on essaye de vraiment faire avancer et de devenir le plus précis possible. Donc on a une multitude d'outils, que ce soit l'utilisation des stats, l'utilisation de la vidéo et puis la rencontre humaine avec la personne. Dans son cas, il a réussi, où il a vraiment complété notre grille d'analyse positivement sur tous les points. Donc ça, de manière générale, c'était
c'était ce qui lui a permis d'arriver ici. En termes de joueur, en tout cas, c'est pour moi, et c'est qu'une définition subjective, mais c'est un défenseur moderne. Il reste debout, il tacle très peu. Et un défenseur qui tacle peu, c'est un défenseur qui en avance, qui anticipe. Et en plus de ça, il a une qualité physique qui lui permet éventuellement de compenser une éventuelle erreur de placement ou une mauvaise lecture du jeu. Et donc avec lui, vu son âge, il y a encore beaucoup de points à progresser. Mais le fait qu'il a cette qualité physique qui lui permet d'éventuellement compenser ses erreurs, ça aide encore plus. Donc ça, en tout cas, son instinct défensif, sa qualité de lecture du jeu, lui ont permis de réaliser une aussi bonne saison jusque-là. Et c'est très tôt encore, c'est que 3 matchs. La saison est longue et ça va être un grand défi pour lui, après une seule saison jouée en niveau pro la saison passée. De voir à quel point il va être capable, c'est aussi une remise en question en fait, de semaine en semaine. Il a été bon, mais le dernier match ne compte presque plus demain. On repart presque de 0 au début du match et à lui encore une fois demain d'être meilleur qu'il ne l'a été sur les 3 premiers matchs.